À Westbrook, dans le Maine, les gens ont vu un énorme disque de glace en janvier 2019. Ce disque ressemblait à un manège hivernal. Il tournait dans le fleuve Presumpscot. Les habitants lui ont donné toutes sortes de noms. Le plateau tournant de glace, la roue de la fortune gelée, j'en passe, et des meilleurs. On estime qu'il mesurait environ 91 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands disques de glace jamais vus. Curieusement, les disques de glace en rotation ne sont pas une nouveauté. On en a déjà vu en Russie et dans l'État de Washington. Ils formaient presque toujours des cercles parfaits. Mais comment ces disques apparaissent-ils? En 1997, des scientifiques se sont dit que c'était l'eau qui les causait, en créant un effet de tourbillon, lissant la glace et la rendant parfaitement circulaire. En 2016, d'autres scientifiques ont affirmé que les courants fluviaux aidaient à la formation de ces disques, mais que c'était les changements de température qui les faisaient tourner. L'eau tiède ou chaude fait fondre et couler la glace, ce qui crée un tourbillon qui fait tourner le disque. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne vite. Avez-vous déjà entendu parler des lumières de Hessdalen en Norvège? Non, ce ne sont pas des aurores boréales. Ce sont des sortes de boules incandescentes. On en observe régulièrement depuis au moins les années 30. Ces merveilles lumineuses se présentent sous diverses couleurs. Parfois elles clignotent, d'autres fois, elles se contentent de briller. Les lumières de Hessdalen peuvent apparaître 10 à 20 fois par semaine. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit. Elles peuvent durer quelques secondes ou rester en vol stationnaire pendant plus d'une heure. Il est intéressant de noter que personne n'a la moindre idée de ce qu'elles sont exactement. Parmi les efforts déployés pour comprendre ces lumières, citons le projet Hessdalen, lancé en 1983, et d'autres projets ultérieurs, comme le projet Triangle. Malgré les recherches, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ces lumières. Certains pensent qu'il s'agit de corps célestes, d'autres des avions, d'autres encore des mirages. Selon une théorie, ces lumières seraient causées par de la poussière en suspension, tandis qu'une autre mentionne le plasma formé par l'air ionisé et la poussière résultant de la désintégration du radon. Les roches sonnantes sont un phénomène géologique intéressant que vous ne connaissiez probablement pas, et c'est notre prochaine étape sur la route des phénomènes naturels mystérieux. Vous les trouverez dans le comté de Bucks, aux États-Unis. Si vous frappez ces roches avec un marteau ou une autre pierre, elles se mettent à sonner. Les scientifiques les ont étudiées, mais le mystère reste entier. Il existe également différentes hypothèses à ce sujet. La taille et la forme des blocs rocheux, ainsi que la façon dont ils sont empilés, peuvent affecter les sons qu'ils produisent. Mais cela n'explique pas pourquoi ils produisent un son. On décrit celui-ci comme métallique, mais il est probablement dû à la densité et à la tension interne des roches, et pas seulement à leur teneur en fer. Une expérience réalisée dans les années 60 a suggéré que les sons provenaient d'une tension interne, et non d'une quelconque altération extérieure. Les roches situées au milieu des terrains présentent une expansion ou détente après avoir été coupées, ce qui indique la présence d'une tension élastique interne. Une altération lente dans les champs secs pourrait être à l'origine de ces tensions. La théorie des tensions résiduelles suggère que ces blocs rocheux agissent comme des cordes de guitare. Un bloc déstressé produit un bruit sourd, tandis qu'un bloc stressé résonne à différentes fréquences. Les blocs peuvent continuer à sonner après avoir été éloignés de leur champ, et on dit que certains de ces rochers ont été volés. Il n'y a plus de petits sonneurs dans la plupart des champs, et en brisant de gros blocs, on fait cesser les sons. D'imposantes machines sont nécessaires pour déplacer les petits blocs, qui pèsent plus d'une tonne. Parlons des boules de feu des Nagas. Elles n'apparaissent que le long du Mékong, en Asie. Ces boules de feu se trouvent sur un tronçon de 250 km du fleuve. Rougeoyantes, elles s'élèvent naturellement de l'eau vers le ciel. Elles peuvent faire la taille d'une étincelle ou d'un ballon de basket. Selon les habitants, il y aurait entre quelques dizaines et quelques milliers de boules de feu par nuit. On peut les observer tout au long de l'année, mais elles semblent se manifester le plus souvent au moment de la pleine lune et à la fin de l'automne. Pourquoi? Personne ne le sait. Certains ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène. Une théorie suggère que de la phosphine provenant des marécages pourrait en être à l'origine. Cependant, les sceptiques affirment qu'il est peu probable qu'une combustion spontanée soit à l'origine du phénomène. Selon une autre explication, il s'agirait d'orbes de plasma créés par l'électricité de surface et flottant librement. Toutefois, ce phénomène se produit généralement dans des environnements contrôlés lors d'expériences
et non de manière naturelle. Nous avons ensuite la foudre en boule. Il s'agit d'une chose très rare, une boule incandescente qui apparaît dans l'air. Elles apparaissent en général près du sol pendant les orages, en même temps que les éclairs normaux. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues, et sont souvent accompagnées d'un sifflement et d'une odeur désagréable. Ces sphères lumineuses sont rapides. Elles ne durent que quelques secondes, tournent en rond, puis disparaissent, parfois en silence, parfois avec un petit bruit sec. La foudre en boule peut sembler dérangeante, mais elle est généralement inoffensive. Bien sûr, il arrive qu'elle brûle ou fasse fondre des objets, mais elle n'est pas là pour nous nuire. Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui cause ce phénomène, ni de son lien avec la foudre ordinaire. Certains ont évoqué un comportement étrange de l'air ou des gaz, un plasma de haute densité ou même un tourbillon de gaz incandescent. Même le rayonnement micro-ondes piégé dans une bulle de plasma figure sur la liste. Mais ne confondez pas la foudre en boule avec la foudre en perles. Il s'agit d'un phénomène différent, qui ressemble davantage à un chapelet de perles et qui se produit lorsqu'un éclair se maintient pendant une bonne seconde. Chut, nous sommes maintenant dans la zone silencieuse de Mapimi. Il s'agit d'un endroit situé près de Bolson de Mapimi au Mexique. L'histoire raconte que dans cette zone désertique, il est impossible de capter des signaux radio ou de parler à qui que ce soit. En juillet 1970, une fusée en provenance de l'Utah a dévié de sa trajectoire et a atterri ici. Elle transportait du cobalt. Les autorités ont dû évacuer des tonnes de terre du site de l'accident. Aujourd'hui, grâce au nettoyage, la zone silencieuse fait l'objet de nombreuses légendes. On parle d'un étrange phénomène magnétique qui perturbe les radios, de plantes et d'animaux qui subissent des mutations. Les habitants suivent le mouvement, ce qui stimule le tourisme dans la région. Très bien, nous pouvons maintenant parler un peu du Soleil. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse boule de feu, il possède une couche extérieure appelée couronne. Il s'agit d'une sorte de veste solaire invisible composée de gaz. En général, vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil est très brillant. Mais il y a une astuce. Lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, la couronne apparaît, toute brillante et blanche. La couronne est brûlante, plus chaude encore que la surface du Soleil, ce qui est assez étrange. Les scientifiques se sont donné pour mission d'élucider ce mystère. Ils ont découvert ce qu'on appelle des bombes thermiques, qui partent du Soleil et se dirigent vers la couronne, explosant et réchauffant la surface. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du puzzle. La surface du Soleil est comme un terrain de jeu couvert de champs magnétiques. Ces champs magnétiques créent des formes intéressantes, par exemple des boucles et des serpentins. Les télescopes nous permettent d'observer ces formes de près. La couronne s'étend relativement loin et émet ce qu'on appelle des vents solaires partout dans le système solaire. Ces particules sont si rapides qu'elles échappent à la gravité de notre bel astre. Et puis il y a un endroit sympa, la plage de Kuala Selangor que vous ne pouvez visiter que lorsque la marée est basse. Les horaires changent tous les jours et vous ne pouvez pas y accéder lorsque la marée est haute. La plupart du temps, la plage est cachée sous la mer et ne figure même pas sur la carte. Mais quand la marée est bonne, elle apparaît, un peu comme la version malaisienne du Salar d'Uyuni. Les gens l'appellent le miroir du ciel, car lorsqu'il n'est pas immergé, il reflète merveilleusement le ciel. Un endroit génial pour des photos vraiment belles. En plus d'être un endroit idéal pour voyager, il abrite également une faune et une flore très diverses. Par exemple, des palourdes et d'autres coquillages qui vivent sur ses rivages sablonneux.